Début du script. Bienvenue sur l'acier et le sang, la chaîne dédiée aux récits oubliés de la guerre, là où le courage d'un seul homme peut changer le destin de milliers. Nous pensons connaître la Seconde Guerre mondiale. Nous connaissons les généraux, les batailles, les machines célèbres. Nous parlons des ingénieurs de génie chez Messerschmitt, Rolls-Royce ou Tcherliabinsk. Mais l'histoire s'écrit aussi dans l'ombre, dans la sueur et la graisse des ateliers, par des hommes sans nom et sans grade. Et si le moteur le plus robuste de la guerre, une machine capable d'avaler du sable, de geler dans la glace et de continuer à tourner sous les obus, n'était pas né dans le bureau d'un ingénieur de renom, mais dans l'esprit obstiné d'un simple ouvrier, un homme considéré comme un fou? Aujourd'hui, nous allons en Bretagne, terre de granit et de tempête, pour raconter une histoire incroyable. C'est l'histoire de la folie d'un ouvrier breton qui, contre l'avis de tous ses supérieurs, a donné naissance à un moteur de guerre indestructible. C'est une légende des fonderies, un récit de pure obstination. Si vous aimez ces histoires secrètes où l'intuition d'un homme bat la logique des comités, vous êtes au bon endroit. Avant de plonger dans les fumées de l'atelier, assurez-vous de vous abonner à l'acier et le sang, de laisser un j'aime pour soutenir ce travail et, surtout, dites-nous dans les commentaires depuis quel pays et quelle ville vous écoutez cette histoire aujourd'hui. Nous sommes curieux de voir jusqu'où portent les légendes. Maintenant, retournons en 1938. Nous sommes en 1938. L'Europe retient son souffle, un silence lourd et métallique avant l'orage. En France, l'heure est à la modernisation frénétique. L'état-major, obsédé par la ligne Maginot, croit en la supériorité de l'ingénierie française. Dans les vastes usines Renault de Boulogne-Billancourt, le vrombissement des machines-outils est une prière contre l'inévitable. C'est ici, dans le département des moteurs spéciaux, que se joue le premier acte de notre drame. L'ingénieur en chef, Charles Mongeon, est l'archétype de l'élite polytechnicienne, précis, arrogant, obsédé par la performance pure. Son projet est un magnifique moteur V12 refroidi par liquide, une merveille d'alliage léger et de tolérance serrée, destiné à propulser la future génération de chars de cavalerie. Il est conçu pour la vitesse, pour l'élégance mécanique. Et puis, il y a Yann Le Goff. Yann n'est pas de Paris. Il vient de Paimpol, en Bretagne. Ses mains sont 2 fois plus larges que celles de Mongeon, et elles ne sont pas faites pour tenir une règle à calcul, mais pour réparer des treuils de chalutier en pleine tempête. Il est ouvrier spécialisé, tourneur-fraiseur, et il sent le tabac gris et l'huile de lin. Dans l'atelier, on le considère avec un mélange de respect pour son habileté manuelle et de mépris pour ses idées. Car Yann est têtu. Têtu comme le granit de la côte de Goëlo. Il déteste le moteur de Mongeon. Il le regarde avec une méfiance quasi mystique. Il voit les fines durites de refroidissement, les joints délicats, les pompes à eau complexes, et il secoue la tête, marmonnant dans son français teinté d'accent breton. « C'est de l'horlogerie, ça ne tiendra jamais le feu. » Mongeon, exaspéré par ce plouc qui ose critiquer son chef-d'œuvre, le prend un jour à partie devant les autres ingénieurs. « Le Goff, vous qui savez tout mieux que Polytechnique, que proposez-vous donc? Un moteur à vapeur alimenté au chouchen. » L'hilarité fuse. Yann, essuyant ses mains sur son bleu de travail, reste impassible. Sa voix est grave, lente. « Monsieur l'ingénieur, d'où je viens, si le moteur s'arrête, on meurt. Pas dans 1 semaine. Dans 10 minutes, noyé par la mer. Le moteur, il doit tourner avec de l'eau salée dans le gasoil. Il doit démarrer quand il gèle à pierre fendre. Il doit être simple. Si une pièce casse, je dois pouvoir la refaire avec une lime et un marteau. Votre moteur, il est magnifique, mais il est fait pour les salons. Pour la guerre, il faut un cœur simple, un cœur lourd. » Mongeon lève les yeux au ciel. La poésie de comptoir ne fait pas avancer les chars, Le Goff. Retournez à votre tour. Mais cet affront public allume une étincelle dans l'esprit de Yann. Une folie, comme ses collègues l'appelleront bientôt. Officiellement, Yann est chargé de l'usinage des prototypes de carters d'huile pour le V12. Mais secrètement, la nuit, dans un coin oublié de l'immense usine, il commence son propre projet. Il n'a pas de plan, pas d'autorisation, pas de budget. Il a sa folie. Il récupère des pièces mises au rebut. Un bloc-cylindre massif d'un vieux moteur de tracteur agricole Renault des années 20. Un moteur conçu pour labourer, pas pour courir. Il trouve un vilebrequin d'un moteur de locotracteur, une pièce d'acier si lourde qu'elle semble indestructible.
Sa philosophie est l'opposé absolu de celle de Mongin. Là où Mongin cherche la légèreté avec l'aluminium, Yann choisit la fonte, épaisse et lourde, parce qu'elle absorbe les vibrations et pardonne les surchauffes. Là où Mongin utilise un refroidissement liquide complexe, Yann dessine un système de refroidissement à air forcé, brutal, bruyant, mais impossible à percer d'une balle et insensible au gel. Il fabrique lui-même les ailettes, larges et espacées, pour que la boue puisse tomber, explique-t-il au jeune apprenti qu'il aide en secret. Son moteur est un monstre, un bicylindre horizontal, une aberration. Il tourne lentement, avec un couple de camions. Il est si lourd qu'il fait plier le banc d'essai rudimentaire qu'il a soudé. La folie bretonne, c'est ainsi que les autres ouvriers baptisent son coin d'atelier. Ils viennent le voir travailler le soir, comme on visite un animal de foire. Il rit de son système d'injection, qu'il a simplifié à l'extrême. Une pompe rudimentaire qu'il a lui-même coulée. « Il n'y a pas de filtre à carburant !» s'exclame un contremaître. « Il y a une grille, comme sur un chalutier !» répond Yann. « Si le carburant est trop sale, on le passe dans une chaussette. Ça doit tourner. » C'est tout. L'ingénieur Mongin finit par découvrir le poteau rose. Il débarque un matin, flanqué de la sécurité de l'usine. Il est furieux. Il voit le moteur monstrueux, barbouillé de peinture anti-rouille rouge, qui trône au milieu d'une mare d'huile. Le Goff, c'est quoi cette monstruosité? Vous avez volé du matériel. Vous gaspillez les ressources de la défense nationale. Yann calme se redresse. Il tient une clé de 32 à la main. Je n'ai rien volé, monsieur Mongin. Ce sont vos rebuts, des pièces que vous avez jugées indignes de votre V12. Je leur ai donné une seconde vie. Mongin est hors de lui. C'est un sabotage. Cet assemblage de ferraille est une insulte à l'ingénierie. Vous êtes renvoyé, le Goff. Sur le champ, Yann ne bronche pas. Il regarde Mongin droit dans les yeux. Avant de me renvoyer, laissez-moi le démarrer. Il y a un défi dans sa voix qui intrigue le directeur de l'usine, Monsieur Faure, qui a suivi la scène de loin. Faure, un homme qui a commencé comme ouvrier lui-même, s'interpose. Charles, laissez-le faire. Nous avons perdu assez de temps. Voyons ce que ce tas de fonte a dans le ventre. Qu'on rigole un peu avant de le jeter à la ferraille avec son créateur. Mongin, bouillonnant, acquiesce d'un signe de tête méprisant. L'atelier s'est tu. Tous les ouvriers regardent. Yann Le Goff s'approche de son moteur. Il n'y a pas de démarreur électrique. Il prend une immense manivelle, l'insère dans le vilebrequin. Il crache dans ses mains. Il prend une profonde inspiration, et de tout le poids de son corps, il lance la manivelle. Une fois, 2 fois, un nuage de fumée noire et huileuse jaillit des échappements rudimentaires. Puis, un son. Un son que l'usine moderne n'a jamais entendu. Pas le sifflement aigu du V12. C'est un poum-poum, poum-poum. Un battement lent, profond, régulier. Le son d'un cœur de baleine. Le sol vibre. Le moteur tourne, impassible, à peut-être 400 tours par minute. Yann s'approche d'un seau. Il contient un mélange horrible, de l'essence, du pétrole lampant et même un peu d'eau sale. Il le verse directement dans le réservoir. Le moteur tousse une fois, crache une fumée encore plus noire, mais le poum-poum continue, imperturbable. Il prend un sac de ciment en poudre, éventré sur le chantier voisin. Il l'ouvre et jette la poussière fine directement sur l'admission d'air. Les ingénieurs crient, horrifiés. C'est un meurtre mécanique. Le moteur s'étouffe. Puis le poum-poum reprend, un peu plus rauque, mais toujours régulier. Yann regarde Mongin. Il tournera encore demain, et dans 10 ans. Maintenant, vous pouvez me renvoyer. Faure, le directeur, a le souffle coupé. Il vient de voir l'impossible. Il vient de voir un moteur conçu non pas pour la performance, mais pour l'éternité. La folie de l'ouvrier breton vient de sauver sa place et de planter la première graine d'une légende indestructible. Le silence qui s'abattit sur l'atelier après la démonstration de Yann Le Goff était plus lourd que le bloc de fonte de son moteur. Le poum-poum régulier de la machine était le seul son, un battement de cœur obstiné au milieu des ingénieurs figés. Charles Mongin, le visage cramoisi, ouvrit la bouche pour hurler, pour appeler la sécurité, pour exiger le démantèlement de cette insulte au progrès. Mais un seul mot du directeur Faure le cloua sur place. Suffit. Faure, le vieux briscard qui avait tout vu, s'approcha du moteur. Il ne le regardait pas comme une machine, mais comme un animal étrange. Il huma la fumée âcre
Il posa sa main sur le carter vibrant, sentant la chaleur saine et régulière, malgré la poussière de ciment que Yann avait jetée dedans. Il se tourna vers Mongin, son regard soudainement dur. « Charles, dit-il, sa voix tranchant l'air huileux, vous et vos polytechniciens, vous avez dépensé des millions pour un moteur qui tombe en panne si l'essence n'est pas pure à 89%. Vous nous concevez une danseuse étoile pour aller à la guerre. Une guerre qui, je vous le rappelle, est à nos portes. » Il désigna le monstre de Yann. « Ce truc est laid. Il est lourd. Il sent mauvais. C'est un mulet, c'est un cochon. Mais il est vivant. Et il semble vouloir le rester. » Mongin blêmit. « Monsieur le directeur, c'est une folie. C'est un retour en arrière de 20 ans. L'armée allemande développe des V12 suralimentés et vous voulez leur opposer un moteur de tracteur de 1920 ? C'est une trahison. » Four sourit, un rictus sans joie. « Non, Charles. La trahison, c'est de concevoir des armes qui ne fonctionnent que sur un terrain d'essai, le Goff. » Yann, qui avait commencé à nettoyer ses outils, s'arrêta. « Vous n'êtes pas renvoyé. Vous m'agacez, le Goff. Votre insubordination est intolérable. Mais je crois que votre folie mérite qu'on y jette un œil. » Il désigna un coin abandonné de l'usine, le vieux hangar 14, là où l'on stockait les presses à emboutir obsolètes. Vous prenez ce hangar. Vous prenez les 3 ouvriers les plus têtus et les plus inutiles de cette usine. Je pense à Kerdrel et à son apprenti. Et vous me faites une version de cette chose qui puisse être montée dans un châssis. Vous avez 3 mois, pas un centime de budget officiel. Débrouillez-vous avec la ferraille, que personne ne vous voit. C'est clair. C'était plus qu'un ordre, c'était un défi, lancé à la face de tout le département d'ingénierie. Mongin, humilié publiquement, serra les poings jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans ses paumes. S'il ne pouvait pas arrêter la folie bretonne, il allait l'étouffer. Ainsi commencèrent 3 mois de guerre secrète au sein même de l'usine Renault. D'un côté, le département des moteurs spéciaux, baigné de lumière, avec ses blouses blanches, ses bancs d'essai chromés et son budget quasi illimité. L'équipe de Mongin y peaufinait le V12 Faucon, une merveille de 500 chevaux, capable de régimes incroyables, mais qui nécessitait un préchauffage de 20 minutes et un carburant d'aviation. De l'autre côté, dans l'ombre froide et humide du hangar 14, il y avait l'atelier du mulet, comme on l'appelait. Yann Le Goff, Kerdrel, un soudeur qui ne parlait qu'en breton, et le jeune apprenti, Loïc, s'activait dans un chaos digne d'une forge de village. Il n'y avait pas de plan. Yann dessinait les formes à la craie sur le sol en béton. « Pas d'alliage léger ici, les gars », grognait-il. « Le léger, ça casse. Le léger, ça se déforme à la chaleur. Donnez-moi de la fonte, de la bonne vieille fonte bien lourde. Une fonte qui boit la chaleur et qui ne la lâche pas. » Manger leur rendait la vie impossible. Les bons de commande pour la ferraille se perdaient. Les demandes d'accès à la grande fraiseuse étaient refusées sous des prétextes administratifs. « Désolé, Le Goff, la machine est réservée pour les tests de tolérance du Faucon pour les 6 prochaines semaines. » Yann ne se décourageait pas. Ils firent l'impensable. Ils coulèrent leurs propres pièces. Ils construisirent un four Cubilo rudimentaire avec des briques réfractaires récupérées et du charbon détourné des chaudières de l'usine. Ils fondaient les blocs moteurs abandonnés, les vieux radiateurs, les débris de la production. Le résultat était un alliage impur, grossier, plein de défauts, mais d'une épaisseur scandaleuse. Le blindage, c'est pas que pour l'extérieur, disait Yann en tapotant son nouveau carter, si épais qu'une balle de Mauser aurait ricoché dessus. Le plus grand défi était le refroidissement. Son premier prototype à air forcé surchauffait. Il n'avait pas droit aux ventilateurs industriels de Mongin. Yann passa une nuit blanche, assis devant son moteur, le regardant tourner jusqu'à ce qu'il devienne rouge sombre dans la pénombre. Il pensait à la mer, à Paimpol, au vent qui siffle dans les hauts bancs. Le lendemain, il avait la solution. Il prit des plaques de tôle et construisit une conduite forcée, un carénage qui canalisait l'air non pas sur les cylindres, mais à travers des ailettes massives qu'il avait intégrées au bloc. Mais la pièce maîtresse était le ventilateur. Il n'en avait pas. Alors il en construisit un. Il prit la turbine d'un vieux système de ventilation de la cantine, la modifia et la relia directement au vilebrequin par une courroie en cuir épaisse comme une ceinture de bûcheron. Le bruit était infernal. Un hurlement de sirène de bateau-phare qui couvrait le poum-poum du moteur. Mais ça fonctionnait. Le moteur restait à une température stable, qu'il tourne au ralenti ou à plein régime.
Pendant ce temps, le V12 Faucon de Mongin connaissait son premier échec majeur. Lors d'un test d'endurance de 24 heures, une simple durite de refroidissement, mal sertie, avait cédé. Le moteur avait surchauffé en moins de 3 minutes, les culasses en aluminium s'étaient déformées, et le moteur était bon pour la casse. Mongin, fou de rage, blâma le fournisseur de caoutchouc. Yann, qui avait entendu la nouvelle, secoua la tête. C'est pas la faute du caoutchouc, c'est la faute de l'eau. L'eau, ça trahit toujours. Le jour de la visite de la commission de l'armée de terre arriva. Hiver 1939, la guerre avait été déclarée, mais c'était encore la drôle de guerre. L'état-major voulait voir le futur moteur du char Saumois S-40 et du char de cavalerie G1. Charles Mongin fit une présentation brillante. Son V12 Faucon, réparé et rutilant, était exposé sous des projecteurs. Il parla de puissance massique, de régime optimal, de technologie de pointe. Les généraux, des hommes en képi, la plupart issus de la cavalerie, étaient impressionnés par les graphiques et la propreté de l'atelier. Ils assistèrent à un essai. Le V12, monté sur un banc, rugit comme une bête de course, son sifflement aigu montant jusqu'à 3000 tours minute. Les généraux applaudirent poliment. Alors que la commission se dirigeait vers le buffet de champagne, le directeur Faure leur barra le chemin. « Messieurs les généraux, si vous le permettez, une dernière chose. Une curiosité de notre atelier, si vous avez une minute pour l'insolite. » Intrigués, les généraux le suivirent, Mongin sur leurs talons, l'air inquiet. Faure les mena au hangar 14. La porte coulissa dans un grincement de métal rouillé. À l'intérieur, dans la pénombre froide, 3 hommes en bleu de travail sale se tenaient au garde-à-vous, à côté d'une machine qui semblait sortie d'un roman de Jules Verne. Le mulet de Yann, peint en gris de marine, tournait à son rythme lent. Poum poum, poum poum. Le général Végan, chef de la commission, un homme au visage buriné par les campagnes d'Afrique, s'approcha. Il avait connu la Marne. Il avait connu les premiers chars. Il renifla. « Qu'est-ce que c'est que ça, Faure? Un moteur de péniche ?» Yann Le Goff, poussé par Faure, prit la parole. Il n'était pas ingénieur. Il ne parla pas de chevaux-vapeur. Il parla de fiabilité. « Mon général, notre moteur, il est lourd. Il fait 300 chevaux, pas plus. Mais il les fera pendant 1000 heures. » Il prit une barre à mine. Mongin devint livide. « Le Goff, non !» Yann, d'un coup sec, frappa de toutes ses forces le flanc du carter d'injection. La barre rebondit avec un clang métallique. Le moteur ne scia même pas. Poum poum. Il prit un seau. De l'eau de la Seine, mon général, pleine de boue. Il la versa sur la turbine hurlante. Une immense gerbe de vapeur s'éleva, mais le moteur continua. Enfin, il coupa l'arrivée de carburant. Le moteur s'arrêta. Maintenant, le froid. Il fit signe à Loïc, l'apprenti, qui apporta un extincteur à dioxyde de carbone. Il vida la neige carbonique sur le système d'injection, le couvrant de givre. « Il fait moins 30, mon général. Votre V12, il faut le chauffer pendant 1 heure. Le mien. » Il ouvrit une petite valve, injecta une goutte d'éther et fit un signe à Kerdrel, qui tenait la manivelle de démarrage. Kerdrel s'arc-bouta. Un effort. 2. Le moteur cracha de la glace. Tout ça. Et le poum-poum reprit, lent, régulier, indestructible. Le général Végan resta silencieux un long moment. Il regarda Mongin, qui tremblait de rage et de froid. Il regarda Yann, qui se tenait droit, les mains pleines de graisse. « Monsieur Mongin, » dit le général, sa voix ne trahissant aucune émotion, « votre moteur est un pur sang. Il est magnifique, il nous gagnera des courses. Mais la guerre qui vient, ce sera une guerre de boue et de mauvais mécaniciens. J'ai besoin de mulets, pas de pur sang. » Il se tourna vers Yann. « Monsieur Le Goff, cette folie, quel est son nom officiel ?» Yann déglutit. « On l'appelle le mulet, mon général. » Le général hocha la tête. « Très bien. Je veux que le mulet soit prêt pour des essais en châssis dans 2 mois. Je veux voir ce qu'il a dans le ventre quand on lui tire dessus. » La folie d'un ouvrier breton venait de devenir un projet militaire prioritaire. Le polygone d'essai de Satory, mars 1940. Un vent glacial balaie la piste d'obstacles. C'est le jour du jugement. D'un côté, le prototype du nouveau char AMX-40, équipé du V12 Faucon de Charles Mongin. C'est une machine magnifique, basse, aérodynamique, son moteur ronronnant avec la précision d'un instrument chirurgical.
De l'autre côté, un spectacle presque comique. Un vieux châssis de char B1 bis, récupéré sur le tas de ferraille, dans lequel Yann Le Goff et son équipe de bannistes du hangar 14 ont réussi à greffer le mulet. L'engin est laid, disproportionné, et le son de son moteur, le poum-poum lent, semble appartenir à un autre siècle. L'état-major est là, mené par le général Keller, un homme de cavalerie pur sang qui ne jure que par la vitesse et l'offensive. Mongin, dans un manteau de cuir élégant, présente ses graphiques de performance. Mon général, le Faucon, offre une vitesse de pointe de 48 km/h sur route, une agilité sans précédent. C'est le moteur de la Blitzkrieg, de la guerre éclair que nous mènerons. Le général Keller hoche la tête, impressionné. « Et ça ?» demande-t-il en désignant le châssis B1 de Yann. Le Goff, répond le directeur fort, veut prouver. Autre chose. Yann reste silencieux. Il fait signe à son pilote. La première épreuve est celle de la vitesse. Le Faucon s'élance comme un lévrier. Il survole la piste, son V12 chantant dans les aigus. Il termine le circuit de 10 km en un temps record. Les officiers applaudissent. Puis c'est au tour du mulet. Le B1 s'ébranle dans un nuage de fumée noire, sa turbine de refroidissement hurlant comme une sirène de cargo. Le poum-poum est si puissant qu'il fait vibrer le sol. L'engin est lent, terriblement lent. Il peine à dépasser les 25 km/h. Mongin sourit avec mépris. C'est un moteur de siège, pas un moteur d'assaut. C'est une relique. Le général Keller semble du même avis, mais Yann s'approche. Mon général. Maintenant, l'épreuve de la boue. La vraie. Il désigne le marais, une section du terrain d'essai que tout le monde évite. 2 kilomètres de boue argileuse, d'eau stagnante et de cratères d'obus simulés. Faites-les passer par là. 100 kilomètres. Sans arrêt. Mongin proteste. C'est absurde. C'est un test de destruction, pas de performance. Le Faucon n'est pas conçu pour ça. La guerre non plus n'est pas conçue pour nous plaire. Rétorque sèchement le directeur fort. L'ordre est donné. Le Faucon entre le premier dans le marais. Il est agile. Il glisse. Pendant 20 minutes. Puis la boue, épaisse et collante, commence à s'accumuler. Les fines ailettes du radiateur de refroidissement liquide se bouchent. La température du moteur grimpe en flèche. L'eau se met à bouillir. Après 40 km, une durite éclate dans un jet de vapeur sifflant. Le V12, chef-d'œuvre de précision, se tait. Il est mort, victime d'un simple morceau de caoutchouc et d'un peu de terre. Une panne mineure, hurle Mongin. Remplaçable en 3 heures? Yann secoue la tête. 3 heures, sur le front, c'est 3 heures de trop. À nous, le B1 chargé du mulet entre dans le marais. Il ne glisse pas, il laboure. Le moteur n'est pas rapide, mais il a un couple de monstres marins. Le poum-poum ralentit à peine. La boue est aspirée par la turbine de refroidissement, passe à travers les larges ailettes de fonte conçues par Yann, et est recrachée de l'autre côté, mélangée à la fumée d'échappement. C'est sale, c'est brutal, c'est primitif. Et ça fonctionne. L'eau boueuse est projetée partout. Le moteur est entièrement submergé par moments, mais il continue de respirer par sa prise d'air surélevée. Il tourne pendant 6 heures. Il termine les 100 km. Il émerge de l'autre côté du marais, couvert de boue comme un golem de terre. Mais son poum-poum est aussi régulier qu'au départ. Le silence se fait. Le général Keller regarde le V12 silencieux et le mulet victorieux. Mongin est au bord de l'apoplexie. La logique voudrait que la folie de Yann ait gagné. Mais la logique militaire est parfois étrange. Le Goff, dit le général Keller, vous avez construit un moteur de tracteur extraordinaire. Il est indestructible. Mais il est aussi lourd, lent, et il consomme 2 fois plus que le Faucon. La guerre moderne est une guerre de vitesse. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous battre avec des tracteurs. Nous produirons le Faucon. La décision tombe comme un coup près. La fiabilité a perdu contre le panache. La folie bretonne est officiellement annulée. Le hangar 14 doit être vidé. Mongin a gagné. Yann Le Goff, Kerdrel et Loïc sont vaincus. L'ingénierie de salon a triomphé du bon sens de l'atelier. Yann, le cœur lourd, retourne à Paimpol, renvoyé de l'usine pour insubordination persistante et gaspillage de ressources. Il est de retour sur le port, réparant des chalutiers, l'amertume au fond de la gorge. Puis, mai 1940. L'enfer se déchaîne. Les panzers allemands, ironiquement, n'ont pas des V12 délicats, mais des Maybach robustes. Et surtout, ils sont fiables. L'armée française, elle, s'effondre. Les chars Saumua et les nouveaux AMX, équipés des Faucons de Mongin produits à la hâte,
tombent en panne les uns après les autres. Les rapports qui affluent de la ligne de front sont une justification tragique de la folie de Yann. Moteur surchauffé à Stone. Transmission brisée dans les Ardennes. Radiateurs percés par des éclats. Les chars ne sont pas vaincus par les panzers. Ils sont abandonnés par leurs équipages, victimes d'une ingénierie trop fragile pour la boue de la Meuse. À Boulogne-Billancourt, c'est la panique. L'armée allemande est aux portes de Paris. L'exode. L'usine Renault est déclarée ville ouverte et doit être abandonnée. Le directeur Faure, le visage gris de défaite, cherche Mongin. L'ingénieur en chef a disparu, emportant les plans de son V12 pour les mettre en sécurité à Vichy. Mais Kerdrel et Loïc, les deux fidèles de Yann, sont toujours là. Ils ont désobéi aux ordres. Ils n'ont pas détruit le hangar 14. Les deux prototypes fonctionnels du mulet sont toujours là, cachés sous une bâche. On ne peut pas les laisser aux Boches, dit Kerdrel. Que voulait faire Yann avec ça? Loïc, l'apprenti, se souvient. Il disait toujours, ce moteur, il est fait pour la mer. Il est fait pour un bateau. C'est une idée folle, mais l'heure est aux folies. Pendant que l'usine brûle, les deux hommes, aidés par des ouvriers qui ont toujours secrètement admiré Yann, réussissent l'impensable. Ils sortent le plus gros des deux moteurs, une tonne de fonte et d'acier, le chargent sur un vieux camion Latil. Ils volent des bidons de carburant, de l'huile et la caisse à outils personnelle de Yann, celle qui contient les clés forgées à la main. Au milieu de la cohue des réfugiés, le camion, surchargé, son moteur civil peinant, prend la route. Il ne va pas au sud, vers la France libre et les politiciens. Il va à l'ouest, vers la Bretagne, vers Paimpol, vers l'homme qui l'a créé. Ils conduisent pendant 3 jours, se cachant des Stukas, siphonnant de l'essence, faisant des détours insensés. Quand le camion tombe en panne à Chartres, ils font l'impensable. Ils montent le mulet lui-même à l'arrière du camion, le calant, et le relient à l'arbre de transmission du camion. Le poum-poum indestructible s'éveille, et c'est lui qui propulse le camion, sa turbine hurlant sa défiance aux avions ennemis. Lorsque le camion déglingué entre enfin dans le port de Paimpol, fin juin 1940, la France a signé l'armistice. Yann Le Goff est sur le quai, regardant la commandanture s'installer. Il voit le camion, il voit la fumée noire, il entend le poum-poum. Il voit Kerdrel et Loïc, épuisés, sauter de la cabine. « On te l'a ramené, patron », dit Kerdrel. « On s'est dit qu'un moteur de bateau, ça devait voir la mer. » Yann pose sa main sur le bloc cylindre, encore chaud. Il a tout perdu. Son pays est vaincu. Son usine est occupée. Mais sa folie est là. Elle est vivante. Et sur ce port, face à l'Atlantique, il comprend. Le moteur n'était pas fait pour un char. Il était fait pour la liberté. L'occupation s'est abattue sur la Bretagne comme un linceul de granit. Paimpol, avec son port stratégique, grouille de soldats de la Kriegsmarine. L'atmosphère est à la suspicion et à la réquisition. Chaque moteur, chaque litre de carburant, chaque morceau de métal est catalogué, estampillé et mis au service de l'effort de guerre allemand. Le mulet, ce cœur de fonte d'une tonne, est un trésor de guerre en fuite, caché sous une montagne de vieux filets de pêche au fond d'un hangar à sel. Yann Le Goff, Kerdrel et Loïc sont redevenus officiellement des civils inutiles, réparant des chalutiers endommagés pour le compte de l'occupant. Mais chaque nuit, ils se retrouvent dans le hangar, à la lueur d'une lampe tempête. Ils regardent leur création, ce moteur qui a traversé la France en flammes, et ils sentent le poids de son inutilité. Il est indestructible, oui, mais indestructible et caché, il ne sert à rien. Il est un monument à leur échec. C'est Yann qui craque le premier. La folie n'est pas morte, elle le ronge. Il ne supporte pas de voir les drapeaux à croix gammées claquer sur le port où il a grandi. Il ne supporte pas l'arrogance de l'ingénieur en chef de la Kriegsmarine locale, un certain capitaine-lieutenant Haas, un homme aussi méticuleux et arrogant que l'avait été Charles Mongin. Haas est obsédé par la performance de ses vedettes rapides, ses Schnellboot, mais il peste constamment contre la moindre impureté dans leur carburant, contre le sel qui ronge ses moteurs de précision. Yann, en l'écoutant, ressent un déjà-vu amer. Ils n'ont rien appris, marmonne-t-il à Kerdrel. Ils construisent des danseuses étoiles pour traverser une mer de tempête. C'est là que l'idée prend forme. Sur le port, un réseau de résistance s'organise. Des pêcheurs, des femmes, des adolescents. Ils font de petites choses. Ils coupent des lignes téléphoniques. Ils transmettent des informations sur les mouvements de sous-marins.
Mais leur plus grand besoin est un lien avec l'Angleterre. Ils doivent évacuer des aviateurs alliés abattus, des agents secrets, des informations vitales. Les bateaux de pêche habituels sont trop surveillés. Leurs moteurs sont scellés par les Allemands, leur carburant rationné au litre près. Il faut un bateau fantôme. Un bateau que personne ne regarde. Et il y en a un, le Corrigan. C'est une vieille coque de tonnier, abandonnée depuis des années, à moitié envasée au fond du port. Sa peinture est écaillée. Son bois est gorgé d'eau, et son moteur d'origine a été retiré bien avant la guerre. Les Allemands l'utilisent comme décharge. C'est le camouflage parfait. On va le faire, dit Yann, une nuit. Kerdrel le regarde comme s'il était devenu fou. Faire quoi? Il est pourri. Et comment tu sors le mulet du hangar? Il fait une tonne. Les patrouilles nous abattront avant qu'on ait fait 10 mètres sur le quai. Yann sourit pour la première fois depuis des mois. C'est le sourire obstiné de l'homme qui a défié Mongin. On ne le sortira pas par le quai, on le sortira par le mur. Le hangar à sel donne sur une petite crique, à l'abri des regards. Le Corrigan est à 50 mètres de là, à marée basse. Pendant un mois, sous le couvert des nuits sans lune et du bruit du vent, l'opération la plus insensée de leur vie commence. Ils ne dorment plus. Ils percent le mur de granit du hangar, pierre par pierre, en silence. Ils construisent un chemin de roulement, avec des madriers volés sur un chantier allemand. Et puis vient le moteur. Ils n'ont pas de grue. Ils utilisent des criques de camion, des palans à chaîne rouillés, et la force pure de leur désespoir. Ils font glisser le mulet sur les madriers, centimètre par centimètre, dans la boue glacée de la marée basse. C'est une torture. Plus d'une fois, le moteur menace de s'enfoncer, de se noyer dans la vase. Mais Yann, Kerdrel et Loïc, les mains en sang, le dos brisé, s'acharnent. Ils sont les constructeurs d'une pyramide secrète, leur foi reposant sur ce dieu de fonte. Ils réussissent à le hisser dans la cale puante du Corrigan. L'installation est un autre cauchemar. Le châssis du bateau n'est pas conçu pour un tel poids. Yann et Kerdrel doivent renforcer toute la structure, couler des bâtis de moteur en béton de fortune, aligner l'arbre de transmission à l'hélice d'origine. C'est un travail de forgeron, de charpentier de marine, d'ingénieur de l'impossible. Le capitaine-lieutenant Haas, lors d'une inspection, passe devant le Corrigan. Il voit les hommes s'affairer. « Qu'est-ce que c'est que ce tas de bois mort ?» demande-t-il en français. Loïc, le jeune apprenti qui a appris l'allemand, répond avec un calme parfait. « Ordre de la commandanture, Herr Capitaine. On le renforce pour qu'il serve de brise-lame au prochain coup de vent. » Haas ricane et continue sa route. Il n'imagine pas une seconde que l'on puisse installer un moteur là-dedans. Vient le problème du carburant. Les Allemands ont tout pris. Yann, retournant à ses racines, trouve la solution. Le mulet a été conçu pour tout brûler. Les pêcheurs, secrètement, lui fournissent ce qu'ils ont. De l'huile de foie de morue impropre à la consommation, du vieux pétrole lampant, et même des fûts d'alcool de pommes frelatées saisis par les Allemands, puis volés à la commandanture par la femme de ménage du réseau. Yann mélange le tout dans la cuve du Corrigan. Le résultat est un liquide visqueux, puant, qui aurait tué n'importe quel moteur de précision en 30 secondes. Une nuit de novembre 1941, la tempête fait rage. C'est le moment parfait. Personne n'est en mer. Personne ne surveille le port. Dans la cale du Corrigan, Yann Le Goff se tient devant son moteur. Kerdrel et Loïc le regardent, le cœur battant. Yann ouvre l'arrivée de son carburant infâme. Il actionne le démarreur électrique qu'il a cannibalisé sur une épave de camion allemand. Le démarreur gémit. Le moteur est froid, l'huile est épaisse comme de la mélasse. Il ne partira jamais. Souffle Loïc. Yann prend sa seringue d'éther, la potion magique de Satori. Il l'injecte dans l'admission. Maintenant, il appuie sur le contact. Une toux, un nuage de fumée si épaisse et si noire qu'elle remplit la cale. Et puis, poum-poum, lent, régulier. Le son du monstre qui s'éveille. Yann ouvre les gaz. Le bateau entier vibre, le bois gémit, mais le moteur ne faiblit pas. Le poum-poum s'accélère, la turbine de refroidissement hurle, et à l'arrière du bateau, un torrent d'eau bouillonnante est expulsé par l'hélice. Le Corrigan s'arrache à la vase. Yann prend la barre. Il sort du port, passant devant les vedettes allemandes amarrées. Il affronte les premières vagues de la Manche. Le bateau est lent, il tape.
L'eau salée inonde la salle des machines, éclaboussant le moteur rougeoyant. Mais le mulet, gavé d'huile de poisson et d'alcool frelaté, ne rate pas un seul temps. Son poum-poum puissant couvre le bruit de la tempête. Yann Le Goff regarde Kerdrel, les larmes lui montant aux yeux, non pas à cause du vent, mais de la fierté. Sa folie n'était pas une erreur. Ce n'était pas un moteur de char raté, c'était le cœur d'un navire de la liberté. Le moteur indestructible venait de commencer sa véritable guerre, non pas sur terre, mais dans l'ombre mortelle de la Manche, là où la fiabilité est la seule différence entre la vie et la mort. De 1941 à 1944, le Corrigan devint une légende murmurée dans tous les ports de la Manche, de Paimpol à Dartmouth. Il devint l'outil le plus improbable et le plus fiable de la résistance bretonne. Les Allemands l'appelaient Das Geisterschiff, le vaisseau fantôme. Ils entendaient son battement de cœur lourd et lent dans le brouillard, poum 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 poum, un son qui ne ressemblait à aucun de leurs moteurs, ni à aucun moteur allié. Ils ne le voyaient jamais. Il apparaissait les nuits de tempête, lorsque leur vedette S-Boot High-Tech, propulsée par des V12 Mercedes-Benz délicats, restait clouée au port, leurs circuits d'huile gelée ou leurs filtres à carburant saturés d'eau de mer. Le mulet de Yann Le Goff, lui, tournait. Il tournait avec un carburant qui était une insulte à la pétrochimie. Il tourna un jour pendant 6 heures avec une prise d'eau dans la cale, le vilebrequin barbotant à moitié dans l'eau salée glaciale. La turbine de refroidissement, conçue pour l'air, agissait comme une pompe de cale rudimentaire, aspirant l'eau et la recrachant avec la fumée d'échappement dans un panache de vapeur furieux. Le capitaine-lieutenant Haas, l'ingénieur allemand, devint fou. Il ne comprenait pas comment ce tas de bois pourri, qu'il voyait chaque jour immobile à sa place, pouvait être le même bateau qui, la nuit, sauvait des aviateurs américains à 20 nœuds, une vitesse que Yann avait réussi à atteindre en modifiant le pas de l'hélice. Haas organisa une inspection surprise. Il débarqua sur le Corrigan à l'aube après une nuit de mission. Yann et Kerdrel étaient là, l'air épuisé. Haas, suspicieux, descendit dans la cale. Il vit le monstre de fonte. Il était couvert de sel, encore tiède. Mais il était si grossier, si primitif, qu'il ne put y voir une menace. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. Yann, jouant le simplet, répondit « Une vieille pompe, Herr Capitaine. On l'utilise pour vider la cale quand la marée est trop forte. Elle marche au charbon de bois. » Haas regarda le système d'injection absurde, les énormes cylindres de fonte. C'était trop raté, trop fou pour être un moteur de propulsion. Il secoua la tête, dégoûté par tant de primitivisme français, et remonta sur le quai. La folie de Yann était devenue son meilleur camouflage. Le Corrigan effectua 83 traversées. Il transporta 152 aviateurs alliés, 44 agents du SOE et des tonnes de renseignements cruciaux pour le débarquement. Il fut attaqué 3 fois par des patrouilleurs. Une fois, une rafale de mitrailleuses lourdes de 20 mm frappa la salle des machines. Les balles perforantes, qui auraient déchiqueté n'importe quel moteur en aluminium, ricochèrent simplement sur le carter de fonte de 4 cm d'épaisseur que Yann avait coulé avec les rebuts de l'usine. Le poum-poum ralentit à peine, le temps d'absorber le choc, avant de reprendre son rythme imperturbable. Le moteur indestructible avait tenu sa promesse. Lorsque la libération arriva enfin, en août 1944, les premiers soldats américains qui entrèrent dans Paimpol furent accueillis par ce bateau délabré, arborant un drapeau français fait de drap. Yann Le Goff, Kerdrel et Loïc étaient sur le pont, épuisés mais victorieux. Le mulet tournait au ralenti, comme un cœur fatigué mais fier. L'histoire aurait dû s'arrêter là, sur une note de triomphe. Mais l'histoire est souvent injuste avec ses héros les plus discrets. Après la guerre, l'industrie française se reconstruit. On ne veut plus entendre parler des bricolages de l'occupation. On veut du neuf, du moderne. On veut la technologie qui a gagné la guerre. Ironiquement, on se met à copier les moteurs Maybach allemands et les V12 Rolls-Royce Merlin. L'ingénieur Charles Mongin, revenu de Vichy, reprend sa place au sein de la nouvelle Régie Renault. Il explique doctement que l'échec de son V12 Faucon était dû à un sabotage communiste. Personne ne le contredit. Yann Le Goff, lui, est un héros local à Paimpol, mais personne ne s'intéresse à son moteur. Le Corrigan est finalement désarmé. Le mulet, ce moteur qui a défié les tempêtes et les balles, est sorti de la cale et laissé sur le quai, sous la pluie. Il est trop lourd, trop lent, trop fou pour l'ère nouvelle.
Il est vendu à la ferraille en 1947 pour quelques francs. Yann, sans amertume, retourne à son atelier. Il redevient le mécanicien de Paimpol, l'homme qui répare les chalutiers. Il ne parle jamais de son moteur, sauf quand Kerdrel et Loïc viennent boire un verre le samedi. Ils se souviennent de la fumée noire, du hurlement de la turbine et de ce poum-poum qui était le son même de leur défi. Yann Le Goff est mort en 1982. Il est mort les mains dans la graisse, en réparant un moteur de chalutier moderne, un V8 suédois complexe, en pestant contre ses circuits électroniques trop fragiles. Il est mort comme il a vécu, en mécanicien raté aux yeux du monde moderne. Mais la légende, elle, a survécu. L'histoire du mulet est devenue un mythe dans les écoles d'ingénieurs navals. On raconte l'histoire de ce moteur qui tournait à l'huile de poisson, qui pouvait avaler de l'eau de mer et des balles de 20 mm sans s'arrêter. La folie de l'ouvrier breton est devenue une parabole sur la fiabilité. Elle enseigne aux jeunes ingénieurs que la machine la plus complexe n'est pas toujours la meilleure, que parfois, le génie ne réside pas dans la performance, mais dans la simple et obstinée volonté de continuer à tourner. Le moteur indestructible n'existe plus, mais son poum-poum résonne encore, comme un rappel que la victoire tient parfois à des choses simples, de la fonte épaisse, une idée têtue et le courage d'un homme qui refuse de laisser son moteur s'arrêter.